Eh bien, bonsoir à tous. Jeudi 9 février, donc le 3e numéro de Radio Radar, la radio anarchiste en direct depuis République. Donc on est le jeudi 9 février, c'est l'anniversaire, je crois, de Madame Michèle Rivasi, la femme qui vous demande de devenir des irradiés volontaires. Et justement, le hasard fait bien les choses. Aujourd'hui, 9 février, ce matin, à Flamanville, il y a une explosion. Qui n'a pas été classé comme explosion sur un site nucléaire, sur le réacteur numéro 1 de la centrale de Flamanville. Moi, je tiens à dire que j'ai un alibi, hein, c'est pas moi. Donc Pierre Merejowski précise que ce n'est pas lui, qu'il n'y est pour rien, voilà. Mais de toute manière, le préfet nous dit que de toute manière, c'est un incident, c'est pas un accident, qu'il n'y a aucun risque. De la même manière que toutes les tours aéro-réfrigérantes ne balancent pas des salmonelles dans l'environnement. Donc le nucléaire n'est pas dangereux pour les populations, il faut arrêter de dire des bêtises. Sinon pourquoi Jean-Luc Mélenchon dirait qu'on va fermer Fessenheim après 2017 alors que le candidat Hollande, pour lequel il a appelé à voter, avait promis qu'elle serait fermée entre 2012 et 2017. Donc voilà, on prend je crois les électeurs pour des cons. Donc c'est parti pour une heure d'émission en direct. Nous allons avoir Éric Pététin qui va certainement nous appeler en direct durant cette émission pour nous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'il était en procès à Agen suite à l'affaire Jean Dionis. Donc Éric Pététin avait baptisé Jean Dionis pour en fin de compte protester contre une technopole qui allait bétonner plus de 200 hectares de terre. Et donc aujourd'hui, il y aurait dû y avoir le jugement, mais en fin de compte, le parquet, le procureur a requis encore 2 mois de prison ferme contre le délinquant, le militant délinquant Éric Pététin. Et en fin de compte, le jugement est remis au mois de mars. Voilà, mais il aura un autre procès fin février et il nous parlera de ça en direct lui-même par téléphone. Voilà. Donc Pierre, tu as quelque chose à dire? Ouais. Je dis que bonjour. Oui, qu'est-ce que je dise? C'est le moment de lire le texte ou c'est pas le moment? Oui. Bon. Alors donc, c'est le texte s'appelle Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Et c'est la suite de l'épisode, de l'avant-dernier épisode. Donc je répète le propos. Donc ce sont des survivants de Tchernobyl qui, face au sarcophage éternel de Tchernobyl, assistent à une représentation d'une pièce de théâtre. On va le mot divin. Divin, c'est joli. Le divin. Alors, C'est beau, j'aime bien. séquence 2. PM est un militant homme, AC est une militante femme. L'arbre est un arbre gigantesque. AC. Arbre. AC. Ils recommencent les mêmes erreurs du passé. Ils ont perdu la trace de la mémoire collective. C'est dommage, je les plains. PM. La vie est une erreur. Nous sommes vivants. Tu es vivante, je suis vivant. Et en ce sens, il ne peut pas y avoir d'erreur. Je ne suis pas Dieu. Assez. Je ne te demande pas de me plaindre. Je te demande juste de cesser de concentrer les faits sur ton seul nombril. PM. Je n'ai aucune envie de me plaindre. Assez. Tu mélanges plusieurs concepts. Je ne te parle pas d'erreur personnelle. Je te parle de l'expérience, d'une mémoire politique et collective dont nous sommes, toi et moi, les dépositaires. PM. Je croyais que tu estimais que le vivant s'opposait à la structure. Assez. Tu déformes une fois de plus mes propos. Je ne t'ai jamais suggéré de participer à la création d'une structure. PM. L'écriture commune d'un article relatant notre rôle dans la première candidature écologie, celle de René Dumont à la présidentielle de 1974, statuifiera notre rôle, notre fonction. Assez. Nous sommes confrontés à des enjeux qui nous dépassent et qui menacent la planète dans son ensemble. PM. Le passé n'existe pas. Je te parle, tu me parles, je vis, tu vis. Assez. Ta fixation névrotique ne concerne pas que ton seul petit nombril. Tu t'interdis de m'aimer. PM, relasse le lacet de sa chaussure. Droite. Ah, c'est la chaussure droite. Ah oui. Ça doit être la chaussure à Mélenchon. PM, je ne suis pas un révolutionnaire. Un révolutionnaire ne réalise pas des films. Un révolutionnaire organise les masses afin de prendre le contrôle d'une nation. Assez. La souffrance émotionnelle te permet de justifier ton autisme militant. PM. Le bonheur ne comporte aucun aspect comique. Assez se lève. Assez. Le prédateur a pour seul objectif de nier le vivant qui se définit par la gratuité et par l'amour sexué ou asexué. Tu es le pire des prédateurs. PM. Je ne t'ai jamais demandé de me consoler. Je te demande juste de retirer ces propos. Assez. Tu n'es qu'un prédateur sadique et triste. PM se lève. Assez s'assoit. PM. C'est faux, tu mens, je t'aime. Assez.
Tu es incapable d'aimer. Tu préfères t'enfermer dans tes chagrins d'amour afin de rester le seul dépositaire de ta douleur et donc de ton territoire narcissique et artistique. En arrière-plan, les arbres gigantesques étendus de Tchernobyl. PM, je ne t'ai jamais injurié ni frappé. Assez. Le point de non-retour a été atteint. Le point de non-retour a été dépassé. La forêt amazonienne recule. La désertification avance. La température de la planète va augmenter de 3 degrés dans les 30 ans qui viennent, ce qui aura pour effet immédiat de multiplier les tsunamis. PM, je n'ai jamais systématiquement cherché à te parler de mes copines. Assez. Des jeunes du mouvement vert m'ont proposé d'animer une table ronde qui organise en une mairie gérée par la social-démocratie officielle. Le mode d'organisation de ces 2 réunions ouvertes n'échappe pas à la destruction systématique de nos liens sociaux et naturels. Ces jeunes verts se rendent compte, plus ou moins compte, que les responsables de la tribune n'auront de cesse de canaliser et de normaliser l'enthousiasme qui entre en concurrence directe avec leur névrose associée à leur soif de pouvoir. Un hélicoptère traverse le ciel. PM. La récupération de nos idées par les forces politiques et artistiques ne m'a jamais déprimé. La création se suffit à elle-même. Il est inutile de pérenniser une structure. Assez. Et pendant ce temps-là, tu laisses le champ libre aux prédateurs qui se précipitent dans les antichambres du Parti Socialiste afin d'obtenir un vague strapontin gouvernemental. PM. Notre groupuscule antinucléaire s'est créé. Il a eu son rôle, et puis il a disparu. Cette disparition n'a aucune importance. L'idée réapparaîtra sous une autre forme. Les prédateurs ne sont jamais parvenus à atteindre le verbe et l'espoir. Assez. L'histoire se répète. Un mouvement spontané se crée. Les vivants se relient aux vivants. Des réseaux informels se mettent en place. Et ensuite, les organisateurs nous marginalisent. PM. Je me suis toujours refusé de prendre le pouvoir. Sur ce point, ma conscience est particulièrement nette. Assez, ceci dit, la veste de PM, la chemise de PM se déchire. Assez. Qui te parle de pouvoir? Pourquoi on trouve toujours dans les mêmes ordres? Ta gueule, laisse-moi parler. Je vais te dire comment ils nous marginaliseront. Ils nous marginalisent en falsifiant sciemment l'histoire, en s'inventant des biographies imaginaires. C'est à mourir de rire. Ah, ah, ah. Même le canard enchaîné a reconnu que le ministre de l'écologie n'avait pas pu, pour des questions d'âge, être le fondateur de la gueule ouverte. PM. Je ne suis pas certain que la disparition des mouvements spontanés soit le fruit des agissements de quelques individus organisés. Sinon, il suffirait de les fusiller et la cause serait entendue. Je crois que la destruction du mouvement écologique a obéi à d'autres processus. PM essaye de couvrir le trou de la chose. Assez. Je refuse d'entrer dans le jeu de ta confusion mentale. Les jeunes verts sont dans le doute. Nous devons attiser le doute. Nous connaissons les faits du passé. Et les jeunes verts ne les connaissent pas. Nous devons, toi et moi, écrire un article qui rétablira la vérité. La candidature de René Dumont, le premier candidat écologique aux élections présidentielles de 1974, répondait à une demande collective. Cette demande collective a été détruite sciemment par les porte-paroles autoproclamés et nos objectifs communs ont été dénaturés, niés et enfouis sous une épaisse couche de mensonges. C'est par la mémoire et non par de stériles luttes d'influence dans une réunion de jeunes ou de vieux verts que nous réussirons à détruire les structures pourrissantes de ce qu'ils appellent le progrès afin d'asseoir leur domination, une domination qui naturellement prend largement appui sur une corruption qui puise ses racines dans la falsification et dans la réécriture des événements du passé. PM. Je nie pas le fait que la presse dite libre cherche à falsifier les événements passés. Je dis simplement que je refuse, pour ma part, de me situer dans le champ de la glorification d'un passé qui n'intéresse plus personne. Assez, gifle PM. Assez. De quel droit proclames-tu que nos actions militantes n'intéressent plus personne? Qui t'a encore mis cette idée dans la tête? Réponds. Je te demande de répondre à cette simple question. De quel droit affirmes-tu que nos actions militantes passées et qu'en premier les circonstances de la candidature de René Dumont à la présidentielle n'intéressent plus personne? PM. Je ne cherche pas la reconnaissance du public ou de ma mère. 3e épisode, jeudi prochain. Oui, c'est bien. On dit qu'à la radio, il faut éviter les silences, mais je pense que les silences parlent. Donc on a là, moi j'ai aimé les vieux verts et les jeunes verts. Ça m'a fait penser un petit peu à la chanson de Brassens sur les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons. Non, c'est bien, il est bien. En plus, Il traite les jeunes cons de... Voilà. Ah oui, il a du souffle. Je trouve que Pierre, tu as beaucoup de souffle et ça nous donne encore plus de vie. Tu nous insuffles ton souffle.
Mais ça, je suis soufflé, hein, au fromage bio, évidemment. Parce que là, j'ai adoré la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu chantes, de tout ton cœur, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de volonté, beaucoup de niaque, beaucoup de pêche. Et tu nous as coupé le sifflet. Oui, tu nous as vraiment coupé le sifflet, mais en même temps, tu nous as insufflé des sifflets. Vraiment, tu nous as vraiment stupéfait, hein. Stupésifflé. Oui, alors l'idée de le lire avec plusieurs, on l'a fait la dernière fois, mais aujourd'hui j'étais un peu malade, alors j'avais pas l'énergie, il fallait que... Ça doit être quand tu es en bonne santé. Non, mais justement, c'est parce que j'étais malade qu'il fallait que je fasse tout pour me refaire Pour te repartir. remplir. Voilà, pour me refaire repartir. Ça, j'ai plus de fièvre, j'ai pas besoin d'antibiotiques, de voir des toubibs, des spécialistes. Il suffit que je lise dans un café. Auto-soigner. Je m'auto-soigner, il suffit que je lise dans un café pour que ça repart. Voilà, c'est le miracle de... C'est le miracle. Magnifique. C'est magnifique. C'est le miracle. Ça, c'est le remède. On a aussi Asna qui est venu Asna. nous parler des réfugiés. Mais je crois pas que ce soit grave qu'il y ait des silences à la radio. C'est pas grave qu'il y ait un silence. Comme c'est pas vraiment de la radio, c'est pas de la vidéo, c'est pas de la radio, on se demande ce que c'est d'ailleurs. C'est pas radio libertaire. C'est pas Parce que radio libertaire, c'est vrai qu'il n'y a pas de silence, mais il y a de la musique hyper chiante de temps en temps. Et je pense qu'il ferait mieux mettre du silence. Ils mettent jamais de Xenakis ou du Michel Sion. Enfin, ils mettent toujours des chansons, Jean Ferrat, des chanteurs communistes. Je sais même pas pourquoi ils mettent Jean Ferrat. Jean Ferrat, il n'est pas anarchiste. Qu'est-ce qu'il fout, Jean Ferrat, il n'est pas anarchiste en plus. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, alors il dégage. Et comment il s'appelle? Et l'autre qui fume des clopes et qui est marié avec une Anglaise, il n'est pas anarchiste. Le mec qui brûle des billets de banque, il n'est pas anarchiste. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le mec qui a fait les restos du cœur. Ah non, c'est pas le maire. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Radio Libertaire? Donc Radio Libertaire, il n'y a qu'à mettre des silences. Voilà. Alors, nous, on va pas mettre de silence, mais on va laisser parler Asna parce que aujourd'hui, elle a passé le message pour une collecte sur des produits de première nécessité pour les réfugiés. Donc voilà, des pâtes, du riz, de la semoule, de l'huile, du poivre, des herbes, des condiments. Donc j'aimerais qu'elle nous parle de ça, de ces collectes qui sont organisées, je crois, tous les jours à 18h à la chapelle. Donc elle va nous parler de ça en direct. Oui, bonsoir, nous sommes les nanas. Oui, donc alors voilà, un truc, le sujet c'est par rapport aux réfugiés. Donc c'est des réfugiés que bon, moi voilà, enfin, je tiens le lieu secret, même moi-même je ne le connais pas. Voilà, donc c'est des réfugiés qui étaient à Calais et puis bon, ben voilà, ils sont à Caen. Voilà. Et donc, il y a des besoins, voilà, pour se nourrir, pour voilà, le nécessaire, hein, quoi, pour ce lieu de vie, quoi. Donc, tout le nécessaire, voilà, café, thé, voilà, sauce tomate, du riz, le nécessaire pour vivre tous les jours, quoi. Voilà, faut bien se nourrir, hein. Donc voilà, je fais appel à votre bon cœur, monsieur, dame, voilà, que chacun, bon voilà. Tous les jours, 18h, métro La Chapelle, c'est ça? Voilà, place Philippe de Girard. Parle fort parce qu'il y a l'ambiance. Oui. Donc place Philippe de Girard, métro La Chapelle. Des gants, des bonnets, des couvertures. Non, surtout bon voilà quoi, le nécessaire pour vivre, hein, voilà quoi, pour se préparer des repas et comme tout un chacun, un petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, donc voilà, donc pour qu'ils puissent cuisiner eux-mêmes, donc tout le nécessaire alimentaire, voilà, donc je sais pas, comme pour nous quoi, voilà, voilà. Ce qu'on a, nous, besoin, eux aussi, hein, voilà. C'est joindre l'utile à Voilà. Donc, et vous pouvez me joindre sur mon portable pour qu'on puisse, comment dire, récupérer la collecte, hein, voilà. Donc, mon numéro 07 53 40 75 09, voilà. Et c'est Asna du collectif Dignité et en arabe qui veut dire Karama. Et karama qui veut dire dignité. Donc dignité de se nourrir, de se couvrir, de vivre, tout simplement. Avant la liberté, il faut la dignité. Merci pour tous. Merci Asna. Merci Asna. Bon, alors on a là notre ami Bruno Coelho qui ne veut surtout pas parler. Donc il m'a fait signe surtout, Roger. Parce que je n'ai rien à dire. Personne, justement. Qu'est-ce que je peux dire? Bonsoir. On n'est pas Radio Libertaire ici. Donc si tu n'as rien à dire, c'est encore mieux. Bon, Et c'est pas Radio Mélenchon.
Ah, ça, oui. Il y a que Mélenchon qui parle. Non, nous sommes Radio de Chazet. D'ailleurs, en fait, Mélenchon, De c'est Jazet, moi. oui. Non, mais de j'ai Jazet. une vision, je pense que c'est moi. Et est-ce que tu crois au pouvoir de se taire? Ça peut être un pouvoir, effectivement, mais comment l'utiliser? L'arme du silence, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Est-ce que le silence peut défendre la liberté d'expression? Non. Ah, si. Oui, dans un sens. Si tout le monde se tait, il n'y a plus de chef. Et s'il n'y a plus de chef, Ça dépend d'une circonstance. Alors, la prise de parole, la prise de pouvoir, est-ce qu'il y a une analogie, Pierre? bah si, là, le silence, ça peut être une grande parole. Si tout le monde se tait, il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de chef. Et il y a le vide qui précède l'abîme, mais qui précède aussi le trou noir, qui précède la résurrection. Mais le En silence général. peut être parlant. Le silence peut être parlant. Oui, mais, Parfois peut être bruyant aussi. Oui, oui. mais le silence encadré dans la parole. C'est-à-dire c'est la note avant et après le silence qui fait la musique. Voilà. Oui, mais il faudrait définir ce qu'est le silence. Bah, le silence, c'est le discours sans les mots. Mais l'infini, même, il paraît qu'il y a des infinis plus grands et plus petits. Il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres infinis, on m'a expliqué. Et le silence, ça existe parce que... se mesure. Oui, le silence se mesure et il y a Dans le silence temps. parce qu'il y a parole. S'il n'y avait pas parole, il n'y aurait pas de silence. En musique, il y a une notation Donc pour c'est le pour ça que silence Mélenchon, pour faut faire qu'il se des taise. pauses. Il faut que Mélenchon se taise. Parce que s'il se tait, il y aura le silence. Bah, déjà, il rendra la parole au peuple. Non, mais là, c'est pour faire une transition pour Roger, c'est pour lui rendre service, parce que j'ai eu l'impression que la dernière fois, on en avait marre que Roger parle tout le temps de Mélenchon. Mais moi, je trouve ça bien. Pourquoi? C'est bien de parler tout le temps de lui. Il n'est pas méchant. Pourquoi Moi, je trouve ça bien de parler toujours à la même personne. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'à travers le silence, Mélenchon, c'est moi, en fait. Je vois pas que ça serait pas moi, d'ailleurs. Tu vois, la parole, le silence, ça se propage, comme des ondes. Donc si je parle, c'est aussi Mélenchon qui parle à travers moi, et réciproquement. Tout est échange, tout est structure, tout est nuit debout. Il n'y a plus de comité central. Même les trotskistes que j'ai vus l'autre jour, ils ont dit les gens ne se mobiliseront plus avec des organisations. Et ils ont ajouté c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent une organisation. Bon, ça, ils sont un peu spéciaux. Je n'ai pas trop compris. Mais le silence, ça existe parce qu'il y a la parole. Donc s'il n'y a plus de parole, il y aura du silence. Voilà. Je pense aussi que Moi, j'écoute on le peut... portable si jamais Eric a... Oui, parce qu'on attend un appel d'Éric Pétévin. D'ailleurs, s'il nous regarde en direct, Éric, tu peux nous appeler. On est au 2 Jazet. On attend que tu nous appelles sur le portable de Pierre Merechkovski. Et donc, moi, je voulais parler du silence des médias. Parce que aujourd'hui, il y a Fogg, donc Monsieur Brouillard, Franz-Olivier Gisbert, qui est sur le point... a créé un amalgame entre les médias et les internautes. Et dans son titre, il dit que les médias et les internautes s'acharnent sur François Fillon. Alors, il faut vraiment que je vous lise ce passage de haut journalisme, étant donné qu'à mon avis, Franz-Olivier Gisbert est au journalisme ce que Bernard-Henri Lévy est à la philosophie. Donc voilà, bienvenue dans le monde de Dark Vador, chez les aigris, les haineux en furie. Dommage qu'on ne puisse pas marcher dessus, ça porterait bonheur. Il paraît que cette meute électronique incarne la modernité. Mille excuses, mais elle n'a pas le pouvoir qu'elle croit. Sous l'occupation, ses ancêtres parvenaient à leur fin quand ils envoyaient leurs lettres de dénonciation à la commandanture. Monsieur Fogg, Monsieur Brouillard, espèce de petit scribouillard de merde, quand tu te permets avec un argument vil, de faire l'amalgame entre les médias qui sont tenus par tes amis marchands d'armes et les internautes, et qu'ensuite tu te permets d'utiliser l'argument qu'on appelle, je crois, le point Godwin, pour assimiler les gens qui s'indignent du fait que M. Fillon puisse financer sa famille avec des emplois fictifs à concurrence de pas mal de millions d'euros, eh bien, vous montrez votre vrai visage. Le visage de gens qui se prennent pour des journalistes et qui sont que
des petits scribouillards, effectivement haineux. Voilà. Donc, Monsieur Brouillard, je ne vous dis pas merci, mais ce 9 février, avec ce qui s'est passé à Flamanville, on voit bien le système que vous défendez. C'est un système où on cache le réel et où le réel est caché. Actuellement, la France et les Français sont otages de 58 réacteurs nucléaires qui fuient de partout, dont un bon tiers est arrêté pour de très graves problèmes de maintenance. Et on a des préfets qui sont nommés par le président de la République qui essaient de classer des incidents comme des accidents graves comme étant des incidents. Et on a une presse et des médias dont vous faites partie, Monsieur Fogg, qui le 31 mars n'a rien dit au sujet du réacteur numéro 2 de Paluel. Et de la même manière, là vous faites l'impasse dans votre harangue haineuse contre les internautes sur ce qui s'est passé à Flamanville. Voilà. C'est le système qui continue. Voilà. Ce sont les gens qui pensent que les déchéances pestilentielles sont une échéance qui préoccupe les Français. Mais, Monsieur Fogg, les Français n'en ont rien à foutre de ce que vous écrivez. Et c'est ça qui a changé, c'est qu'on n'est pas dans le problème du pouvoir, comme les petits colibris, on est dans le problème du devoir. Et vous n'avez visiblement aucun devoir, et vous vous illusionnez d'un pouvoir que vous n'avez plus. Voilà. Donc, je vais laisser, on va continuer, parce que je crois que ce qu'a dit Asna au niveau de la collecte qui est réalisée à 18h à la chapelle tous les jours pour simplement apporter de quoi manger à des gens qui fuient leur pays, donc ils ne sont pas des migrants mais des réfugiés, parce que c'est carrément gonflant de voir tous ces politiques qui parlent de migrants et qui évitent d'employer le mot réfugié. On est exactement dans ce que dénonçait Pierre Desproges. Pierre Desproges le disait avec beaucoup d'humour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aveugles, il y a des malvoyants. Aujourd'hui, il n'y a plus de sourds, il y a des malentendants. Et il terminait en disant aujourd'hui, il n'y a plus de cons, il y a des malcomprenants. Et alors, effectivement, c'est ce monde dans lequel on vit qui est tout simplement abominable. Et donc, on le voit... c'est dans la dialectique, c'est dans le choix des mots. Commerce équitable, commerce équitable, commerce équitable. Comment est-ce qu'un commerce peut être équitable? Le but du commerce, c'est de l'échange où on réalise un profit. Donc celui qui vend espère tirer profit de ce qu'il va vendre. Donc commerce équitable. C'est pour ça que tu as raison, tous ceux qui s'opposent au TAFTA, là, au machin, tous ceux qui s'opposent au TAFTA, c'est des abrutis. Bien sûr. Parce qu'en fait, ils sont contre le règlement commercial du TAFTA. Oui. Mais ils sont pour le commerce. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'à la mairie du Mélenchon et Radio Libertaire, d'aller dans ce machin-là, de se dire voilà, on fait quelque chose d'international, mais comme ils veulent du commerce juste, et que ça ne peut pas exister par définition, la justice ne peut pas être le commerce, et le commerce ne peut pas être la justice. Alors, de la même manière, c'est les gens qui parlent de commerce équitable, ils parlent de soldats de la paix. Donc, commerce équitable, soldats de la paix. Problème d'immigration. Protectionnisme solidaire. Alors ça, c'est à nouveau une petite pierre dans le jardin de Mélenchon. Mais attention, il ne faut pas voir là de la sémantique, de la dialectique, je dirais un débat creux de pseudo-intellectuels ou de... Comment est-ce qu'il disait là, notre monsieur Brouillard là, il disait les aigris, les haineux en furie. Non, le choix des mots est criminel. Ce sont des choix criminels. Et alors ces choix criminels, on le retrouve aussi dans une malheureuse affaire qui a eu lieu en France le 2 février dernier. Donc il y a un certain Théo qui s'est pris un coup de matraque horizontale. Parce qu'il faut bien le dire, aujourd'hui, on peut vous mettre un coup de matraque horizontale. Et alors, malencontreusement, son pantalon était tombé à l'insu de son plein gré. Et il s'est pris, on va le dire, entre les fesses et dans l'anus, plus de 10 cm d'une matraque. Donc je crois que M. Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur, qui a remplacé la vieille casse toute pourrie qui maintenant est Premier ministre, eh bien, il va avoir un sacré budget sextoy. Donc il faut dorénavant acheter des matraques télescopiques vibrantes et roses à tous les agents déjà de la police municipale, après de la police nationale, et puis on pourra en fournir aussi aux gendarmes, parce qu'aujourd'hui,
on peut parfois avoir un malencontreux incident qui fait que vous avez une matraque qui vous pénètre l'anus. Et bien sûr, ce ne sera pas classé comme viol, ce sera classé comme une espèce de violence en réunion, mais c'est grave quand même. C'est surtout qu'il s'appelle Théo. Parce que si c'était appelé à Mohamed, peut-être qu'on n'en aurait pas parlé. Tu vois, mais le fait qu'il s'appelle Théo, qui est quand même un nom grec, gréco-français, là, ça c'est terrible. Mais si c'était appelé Mohamed ou Mustapha, ou je sais pas quoi, ou Vladimir, ou Isaac, ou je sais pas quoi, ou Rodrigo, bon, peut-être qu'on s'en serait foutu. C'est pas sûr, hein, mais c'est l'hypothèse. Voilà, Pierre, voilà, je pense qu'on s'en serait foutu. Mais Théo, là, c'est pas possible pour les gens. Mais bon, ça n'implique pas la gravité de c'est pas une excuse que je donne aux policiers, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, je remercie pas, j'accuse les policiers. Pour moi, c'est aussi grave de faire un viol sur Mohamed que sur Théo. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je pense que l'avocat pourrait dire ça. Il pourrait dire, voilà, c'est vrai, on a eu tort de violer un blanc. Parce que s'ils disent ça, je pense que déjà, ils auront moins de prison. Enfin, moi je ne suis pas avocat, mais tu vois, tu plaides, voilà, le flic, mon client policier a eu tort, mais s'il savait qu'il s'appelait Théo, il ne l'aurait pas fait. Et là, je pense qu'il peut être acquitté avec les félicitations du juge. Moi, ce que je pense, c'est que... Mais la justice est parfois obscure. Mais depuis Clément Méric, depuis Rémi Fraisse, depuis Adama Traoré, et même, moi je vois le 14 juillet 2015, on a le jeune Hamid qui manque d'être tué par un LBD 40. Donc un policier lui tire dessus au LBD 40, dans le ventre, il a failli mourir d'une hémorragie interne, il n'y a eu aucune poursuite d'engagé. Un an plus tard, juillet 2016, c'est la mort d'Adama Traoré, étouffé par des gendarmes. Et le ministre de l'Intérieur de ces événements graves n'a pas condamné fermement ces agissements criminels, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pauvre Théo, qui à l'insu de son plein gré se prend une matraque dans le cul, c'est de la faute de Cazeneuve. Donc moi je dis qu'il faut attaquer ce type qui est Premier ministre pour non-assistance à personne en danger. Et toute la classe politique française, et Mélenchon en premier, qui au moment de la mort de Rémi Fraisse a parlé de violence légitime, est scandaleusement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut aujourd'hui condamner fermement tous les fonctionnaires qui se permettent des exactions graves vis-à-vis des citoyens. S'il n'y a pas cette condamnation ferme, eh bien ça va continuer. Et donc il faut arrêter de parler de bavure. Oui, mais alors attends, ça c'est très bien ce que tu dis. Il faut condamner les fonctionnaires, mais comme tu disais très bien, ça s'appuie sur un discours. Bien sûr. Et le discours, c'est la sécurité. Mais qui parle de sécurité? Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que maintenant, c'est pas devenu un programme politique, la sécurité, que ce soit la sécurité de l'emploi, la sécurité sociale? Alors quand on commence à parler de sécurité, il ne faut pas s'étonner après que les gens le prennent au pied de la lettre et donc réclament de plus en plus de policiers. C'est pour ça qu'en fait, on devrait demander l'insécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui ne peut qu'être négatif. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, c'est le rapport à la mère, tu vois. C'est le rapport à la mère ou à ton père, mais à un moment, il faut être agressif, se débarrasser de sa mère et de son père, et justement être agressif. C'est par l'agressivité qu'on se révèle son profond moi. Et s'il n'y a pas d'agressivité, il y a le silence. Voilà. Alors, oui, il y a le silence, mais le silence, parfois, on peut être contraint. Là, on a assisté aux États-Unis à quelque chose d'extrêmement grave. Le président des États-Unis, Trump, à la Maison-Blanche, reçoit la presse, donc une conférence de presse, et là, un journaliste pose une question à ce président, et le président se retourne, ostensiblement se moque du journaliste, ne lui répond pas, et à un moment il fait signe à un garde du corps de virer le journaliste de la salle. Donc moi, je le dis franchement, je refuse que Trump ait l'autorisation de transit ou de séjour sur les territoires du pays auquel j'appartiens. C'est-à-dire, je pense qu'on doit réellement créer un mouvement citoyen pour faire en sorte qu'il ne mette même pas le pied en France. C'est-à-dire que ce type ne doit pas mettre le pied en France. C'est-à-dire que si, à l'époque où le NSDAP en 1933 avait gagné les élections en Allemagne, il y avait eu des citoyens qui avaient dit on ne veut pas qu'il pose le pied en France, je crois qu'on aurait évité beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, il faut être très ferme avec ces gens qui prêchent la violence, ces gens qui demandent aux journalistes de se taire, des gens comme Mélenchon qui dit à un élève en école de journalisme « ton métier pourri » en parlant du journalisme, je trouve ça totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno.
Je pense que c'est vrai, parce que aujourd'hui, les politiques critiquent les journalistes, les médias, et c'est vrai que les médias font leur travail, en fait. Tu le vois aux États-Unis, tu le vois ici, et maintenant tu vas le voir partout. Mais alors, ils font leur travail, ce journaliste. Il fait rien de courageux. Il pose une question à un président, le président refuse de répondre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là matière à dire qu'il y a une entrave à l'exercice de la profession de journaliste? Bien sûr qu'il y a une entrave. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas là dans la véritable définition que faisait Pierre Dac, qui disait la démocratie c'est cause toujours, la dictature c'est ferme ta gueule? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans le régime du ferme ta gueule, mais du ferme ta gueule institutionnel, officiel? Ce Théo, il porte plainte pour viol et c'est qualifié pour violence en réunion. Comment se fait-il que l'inspection générale de la police classe comme violence en réunion quelque chose qui est un viol? Comment se fait-il que le préfet de la Manche, suite à ce qui s'est passé, à cette explosion qui est qualifiée de détonation par EDF, attention, parlons pas d'explosion, c'est une détonation. Ça peut paraître étonnant, non, c'est détonnant, ce n'est pas explosif. Donc, c'est un incident. Il s'agit là d'un incident. Ça n'a aucune conséquence pour les populations. C'est pour ça qu'il n'y a aucun plan pour prévenir les populations d'un éventuel danger. On n'a même pas eu de mesure de radioactivité. On n'a rien. Il ne s'est rien passé. Et donc, on est là dans une politique criminelle où il s'agit même de dire aux journalistes, attention, messieurs les journalistes, ne parlez pas de viol, il n'y a pas eu viol. Il y a eu un coup de matraque horizontal qui a effectivement pénétré l'anus, mais tout ça est fortuit, tout ça est accidentel, tout ça est bavure. Ce qui se passe dans la centrale, à Flamanville, ben, c'est pareil, c'est un incident, c'est une bavure, c'est la faute à pas de chance. Non, c'est faux. Tout cela est faux. C'est-à-dire qu'on nous présente comme étant des accidents, des incidents, des bavures, ce qui sont le résultat de politiques concertées. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans la finalisation de politiques concertées, institutionnelles, qui mènent le peuple à n'être plus rien, à n'être plus qu'objet de cette politique. Il s'agit de vendre des armes, de bien montrer que la matraque, c'est le pouvoir, et donc que le pouvoir ne peut pas, en fin de compte, protester contre toute action faite avec une matraque. Parce que la matraque défend le pouvoir. Et la réalité du pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir dictatorial. Oui, mais moi, si tu veux, moi, je ne partage pas tout à fait ton point de vue, parce que c'est intéressant de penser qu'il y aurait un discours ou un gouvernement qui voudrait confisquer la parole au peuple et qui nous dominerait. C'est pas que je suis opposé à ça, mais moi je pense que c'est plus grave que ça. C'est une espèce d'inertie bureaucratique. Il n'est pas prévu dans le règlement que la centrale de Flamanville explose, et il n'est pas prévu dans le règlement qu'un flic viole quelqu'un dans la rue. C'est pas prévu dans les textes. Bon, comme c'est pas prévu, ça ne doit pas exister. Et comme c'est une bureaucratie, eh ben, on dit que ça n'a pas existé. Mais la fascination de ça, c'est justement, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un plan concerté de prendre la parole au peuple. Le plan, c'est d'être dans l'inertie. Voilà, c'est d'être dans l'inertie parce que c'est plus simple, c'est plus facile de ne rien faire. Et je pense que si on dit que le gouvernement, ou qu'il y a des puissances occultes qui nous manipulent, ou qui veulent prendre le pouvoir, on fait une grave erreur, parce qu'on leur donne une existence légale, on leur donne quelque chose qui existe en eux. Mais c'est pas ça, c'est juste que le monde est un vaste règlement, et encore une fois, dans le règlement, c'est pas écrit que la centrale nucléaire doit prendre feu, ou qu'un policier doit... Si c'était écrit dans le règlement, il le ferait, il n'y aurait pas de problème. Tout est règlement. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de règlement. Et non pas de s'en prendre au pouvoir. C'est-à-dire de trouver d'autres règlements. Alors moi, c'est pour ça que je propose naïvement, faisons un vote à l'Assemblée disant que les brigadiers ont le droit de violer les terreaux. Alors il faudra qu'ils argumentent que ça rentre dans un règlement, dans un cadre réglementaire, et allons-y. Mais c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est critiquer le règlement, mais pas critiquer les gens qui font le règlement, parce qu'en fait, ils font rien. Tu vois, je pense qu'ils font pas grand-chose, quoi. Ils suivent comme toi, comme moi, ils suivent, quoi.
Et ce qu'il faut, c'est casser le règlement, tu vois, à mon avis. Hein. Bah, moi, je ne pense pas être un suiveur, je ne pense pas l'avoir jamais été, et je pense qu'effectivement, il faut s'intéresser sur le fait que la chute du pantalon de Théo est fortuite. C'est-à-dire au-delà de la pénétration avec la matraque. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on a toute la fabrication d'un récit. C'est comme la mort de Rémi Fraisse. Moi, je me souviens dans la presse, le lendemain de la mort de Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gendarme qui expliquait très sérieusement sur Mediapart, il disait voilà, s'il est mort, c'est pas la grenade, c'est que certainement il avait des produits inflammables dans son sac à dos ou des explosifs ou un réchaud. Voilà. Exactement. Et donc il n'est pas mort de la faute d'une grenade, il est mort du fait qu'il aurait eu dans son sac à dos. Mais on sait très bien qu'il n'avait rien dans son sac à dos. Adama Traoré, il serait mort d'une grave infection, ça aurait été un drogué et tout ça. Et tout ça aurait justifié sa mort. Mais on le sait par l'autopsie. Il n'avait pas consommé de drogue et il n'était pas malade. Donc petit à petit, tout ça se détricote. Et aujourd'hui, ce qu'on dit pour Théo, qu'il a son froc qui tombe comme le bourrois d'Agobert qui met sa culotte à l'envers, donc il a le pantalon sur les genoux, et malencontreusement un coup de matraque horizontale lui pénètre dans le fondement, et bien là je dis, on se fout de la gueule du peuple. Mais non, c'est pas une question de règlement. Quand tu es violé, il n'y a pas de règlement. Moi j'ai une amie qui a été violée dans le métro, elle m'a pas parlé de règlement. Elle m'a pas parlé de règlement. Elle m'a dit j'ai été violée à 15h en journée, personne n'a intervenu. Et ils ont été 3 à me passer dessus. Elle m'a pas parlé de règlement. Mais la société, quand une société admet des choses inadmissibles, on est dans le fascisme. Et moi, je dis, si aujourd'hui on ouvre des camps, si on y envoie des gens, mais là, je prendrai les armes. Mais je prendrai les armes, non pas contre des règlements, mais tout simplement pour sauver les gens. Et il faut que ces gens-là le comprennent très à la juste mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut nous présenter la violence comme quelque chose de néfaste, alors que la violence est quelque chose de naturel. Par contre, la violence institutionnalisée, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Mais je prétends que cette violence institutionnelle, je veux dire les gens pour moi, Donc là, il y a un truc, c'est dans le journal Le Point. Voilà, c'est un texte qui fait polémique. Mais bon, les réticences des avocats, des magistrats et des associations n'y ont rien fait. Donc alors, ce mercredi, les députés ont approuvé en première lecture le projet de loi de sécurité publique qui assouplit les règles de légitime défense pour les policiers, durcit les peines pour outrage, voilà. Donc voilà quoi, aux forces de l'ordre, et autorise l'anonymat des enquêteurs. Le texte a été approuvé à l'issue. Donc c'est l'impunité renforcée, quoi. Bah, c'est une modification de règlement. Exactement. Mais dans le sens de l'impunité renforcée. Voilà. Oui, mais l'erreur, ça serait de penser que Donc, quelqu'un conçoit. oui, Ah, donc si, alors, il y a quand même des gens qui ont déposé. le texte a été approuvé à l'issue des débats à l'unanimité de la quinzaine des députés. Donc il y avait en présence PSS, LR, FN, présent dans l'hémicycle. Seul le Front de gauche avait annoncé son intention de s'abstenir. Députés et sénateurs vont maintenant travailler à rédiger une version commune pour que le projet de loi soit définitivement adopté d'ici la fin des travaux parlementaires fin février. Voilà. Voilà. Donc tu peux encore violer, hein, d'accord? Voilà. Oui, mais attends, c'est ça qui est passionnant. Moi, je continue à dire, c'est par quel processus, par quel processus ils ont écrit ce projet de loi. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui ont écrit ce projet de loi. Il y a leur nom dans le journal. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit, qui a tapé à la machine, qui s'est appuyé sur des juristes, même vraisemblablement pour voir que ça soit légal, enfin pour que ça roule. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par quel processus ces gens-là sont arrivés à écrire ce genre de règlement qu'on a le droit, en gros, de tirer les gens comme des lapins. Et moi, c'est ce processus qui me pose problème. Parce que je ne crois pas que ce soit une poignée dits de salopards qui font ça dans leur coin. C'est tout un processus de pensée qui aboutit à ça. Et notre travail à nous, je pense, c'est de déstructurer cette pensée. C'est de dire, tant que vous voudrez de la sécurité, tant que vous voudrez de la sécurité, il y aura des viols, il y aura des tortures. Tant qu'il y aura une structure comme ça, étatique, l'État crée forcément des tortures, des emprisonnements et ça. C'est ça qu'il faut questionner. Parce que si tu t'en prends aux gens, ça voudrait dire qu'il suffirait de les changer et de les remplacer par d'autres.
Mais c'est une grave erreur. J'ai jamais cru que changer. Alors, je n'ai jamais cru que de changer les personnes changeait le fond du problème. Mais je crois qu'il y a Marc. Oui, mais il y a Marc qui veut intervenir. Donc en fait, moi je veux intervenir sur deux notions. La première, c'est le journalisme et la deuxième, c'est sur la sécurité. Alors le journalisme, c'est moi qui fais la langue du jour. Après, c'est à ça. Pour commencer, la notion, pour moi, j'ai envie de parler de dépêche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dépêche? C'est l'événement qui est tout de suite centralisé et en fait qui a une durée de vie. La durée de vie de l'information, c'est combien de temps? En gros, c'est 5 minutes. Quel que soit l'endroit sur la planète où se produit l'événement, la dépêche doit arriver au siège en moins de 5 minutes, sinon elle n'a aucune valeur. Ce qu'on fait après de la dépêche, ça s'appelle de l'information, c'est-à-dire qu'elle est filtrée par l'État, qui est majoritaire à 60% pour l'agence France Presse, de nous diffuser le contenu de la dépêche et sous quelle forme. Premier point. Deuxième point, tout à l'heure on parlait de sécurité. Alors moi, je perçois deux notions. La sécurité, pour moi, ça correspond à un code, comme le code de la route, le code de ce qu'on veut. Mais par contre, l'autre notion, c'est quoi? C'est la sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est quand on atteint à la sûreté de quelqu'un, ça veut dire que c'est un acte intentionnel. Et je pense que dans les cas qu'on vient de citer, pour moi, ça serait plutôt de la sûreté que de la sécurité, parce que c'était intentionnel. Voilà. Je crois qu'il y a Asna qui veut parler. Tiens. Non, mais donc voilà, quoi. Donc, de trucs à tous ces décrets, tous ces lois, voter à huis clos, tout ça, discuter, voilà. Donc, c'est à notre insu, hein. C'est à notre insu. Et c'est légitimé des viols et aussi des assassinats tels que Ali Aziri, le frère de Amel Betounsi, Siad Bouna. C'est légitimé tout ça. Et surtout quand il y a eu le procès à Boubini par rapport au frère de Amel Betounsi, c'était leur ordonner d'aller plus loin. Voilà. Donc, Eric, je lance un petit appel. C'est Roger. Eric Pététin, si tu nous entends, essaie d'appeler sur le portable de Pierre Merechkovski, parce que là je suis assez inquiet. Il est 21h passé. Vas-y, tu vas redonner ton numéro, Pierre. 06 70 33 26 77. Et je ne réponds jamais à partir d'1h du matin parce que je suis harcelé au téléphone et ça me rend paranoïaque. Redis le numéro. 06 70 33 26 77. Et je ne réponds pas après 1h du matin étant harcelé par téléphone et ça me rend paranoïaque. Voilà, donc Eric, si tu nous entends, il est 21h13. Nous, on va rester jusqu'à 21h30. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les différents procès pour lesquels on veut te refaire faire de la prison sont en plein dans le cœur de cible de ce dont on est en train de parler ce soir. C'est-à-dire que là, on est dans l'application différentielle des règlements. Et je pense comme Pierre, effectivement, on ne règle pas les problèmes que posent les règlements avec de nouveaux règlements, et certainement pas en changeant les personnes qui sont censées appliquer ces règlements, mais bien plutôt par un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qui est extrêmement mauvais en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Très mauvais. Parce que je vois dans la vie quotidienne, il y a des gens qui sont en train d'être vendus comme des esclaves. Et pire que ça. Parce que toi, tu parlais de dictature, mais c'est pire qu'une dictature. Parce que sous une dictature, tu savais ce qui était interdit. Maintenant, tu ne sais pas ce qui est interdit. Oui, qui peut arriver, comme ce qui est arrivé à Adama. Adama ou Théo, c'est un contrôle d'identité. Imaginez aux États-Unis. Il est impossible, il n'est même pas envisageable qu'un agent s'approche de vous en vous demandant vos papiers. Les gens n'ont pas de carte d'identité aux États-Unis. Donc, non, mais oui, mais attends, oui, mais on ne fait pas de contrôle d'identité. Alors qu'en France, c'est la mort d'Adama et le viol de Théo, c'est consécutif à un contrôle d'identité. C'est-à-dire, ils descendent dans une cité de banlieue, les 3000 à Aulnay-sous-Bois, ils descendent et vas-y.
envoie tes papiers. Et là, on est dans le domaine de la rafle. On est dans le domaine de la... Le prétexte. C'est un prétexte, effectivement. Et moi, je crois que s'il faut changer quelque chose au niveau de la loi, c'est qu'effectivement, une interpellation ne pourra avoir lieu que si, effectivement, il y a présomption de dérogation à la loi. Maintenant, il faut arrêter de contrôler l'identité de quelqu'un. Ce n'est pas un délit que d'être dans la rue. Oui, mais là, encore une fois, si on fait ça, les policiers n'auront plus justification. Pour que le policier puisse avoir une justification de sa tâche, il faut absolument qu'il y ait des incidents. Et je connais même... Et il faut les créer, les incidents. Et voilà, je connais même... bon, c'est une histoire un peu personnelle, parce que j'ai eu la chance d'intervenir en banlieue, enfin peu importe les raisons, et je m'étais permis de dire ça dans une réunion, que forcément le commissariat, parfois, il est un peu usé, enfin il n'est pas en bon état, et pour obtenir des crédits, j'avais dit, à mon avis, le plus simple pour obtenir un crédit, c'est qu'il y ait des incidents très durs, qui vont mettre le feu même à la mairie, comme ça, après le commissariat sera rénové. Alors c'est assez intéressant, en fait, c'est un policier qui m'a dit, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. C'est ça qui m'a troublé. Il m'a dit, crois pas que tu délires, parce que c'est un petit peu ça. Mais si tu veux, c'est pour ça que j'arrête pas de te dire que le problème, il faut bien que le policier justifie son travail. Et pour le justifier, il se dit, je fais des contrôles d'identité. Sinon, c'est pour ça qu'il faudrait rentrer une civilisation où le travail serait justifié par rien. Donc on pourrait dire que le rôle du policier consisterait juste à boire des bières au commissariat. Ou à lire des journaux. Ce qui serait pour moi une meilleure chose. Oui, mais là, c'est pas possible. Parce qu'on lui dit, s'il fait ça, on va lui dire qu'il faut rien. Imaginez un cheminot qui, au lieu de conduire les trains, parce que vous êtes cheminot plus ou moins, au lieu de conduire les trains, il restera à boire des coups avec le chef de gare et à papoter. Mais c'est pas antinomique. Oui, je sais, c'est pas antinomique. C'est pas antinomique. Je sais. Mais c'est pas antinomique. Les trains, du temps où les trains roulaient au charbon, les cheminots roulaient à l'alcool. Oui. Mais il faut bien voir aussi que l'ensemble des Français roulaient à l'alcool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de prohibition. C'est-à-dire que avant, je crois en 68, il y avait un slogan qui est resté historique, il est interdit d'interdire. Aujourd'hui, on met des panneaux d'interdiction partout, et par contre, il y a une permissivité totale, mais c'est les passe-droits. C'est-à-dire, c'est le bon. Je te dis, c'est parce que les gens ont besoin de justifier leur emploi. Et moi, je dis toujours, pour qu'il n'y ait pas d'incident en banlieue, c'est pas compliqué. Il faut que les loupards restent dans leur quartier, c'est ce qu'ils font, et les policiers dans le commissariat. Chacun chez soi. Oui, les flics dans le commissariat, et il n'y aura pas d'histoire. Est-ce que moi, je n'irai pas dans le commissariat? Je ne vais pas les emmerder. S'ils sont dans le commissariat, ils restent dans le commissariat. Donc il y a des forces de l'ordre. Il y en a plein en France. Ils ne sortent jamais du commissariat. Et puis comme ça, il n'y a pas d'incident. Et tout le monde cohabite dans la paix sociale. Est-ce que tu ne crois pas que actuellement, d'ailleurs, c'est le cas, je pense. Actuellement, le vrai problème avec les travailleurs pauvres, c'est l'emploi réel et le salaire fictif. Et en fin de compte, dans les médias, on nous parle d'emploi fictif et par contre de revenus réels. C'est pour ça que Pénélope, c'est l'avance. Moi, je vais voter. C'est l'avant-garde. Je ne veux pas te choquer parce que je sais pas. Non, mais tu vas voter Pénélope Fillon. Non, moi je vais voter Fillon. Mais oui. Non, parce Pénélope. que, je vais voter Pénélope Fillon parce que rentrer dans l'ère de l'emploi fictif où on ne fait rien, oui. Mais c'est nos idées. C'est Bien ça sûr, qui est beau. bien sûr. Donc, on a retourné Pénélope. Oui. Comme une crêpe. Crac. Pénélope, elle n'est plus Pénélope. Fais gaffe au coup de matraque horizontale. Voilà, elle n'est plus Ulysse. Tu vois, à force d'attendre Ulysse, elle s'est mise à faire n'importe quoi. Et c'est ça qui est beau. Elle fait plus tapisserie. Voilà, j'allais le dire. Tu vois, c'est ça qui est beau. Maintenant, on va multiplier les emplois fictifs. Ouais. Donc, le programme, tu vois, on a progressé ce soir. Oui, les flics dans les commissariats, réels. Ils bougent plus, ils boivent des bières, et les autres, des emplois fictifs. Et là, on rend une société lumineuse. Hein. Bien sûr, et en plus, pour lumineuse et sans nucléaire. Et l'industrie des brasseurs et des sextoys va sincèrement remonter. Donc moi je dis, Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, vous prenez des actions dans l'industrie du sextoy et au niveau des brasseurs, et là vous avez un avenir radieux et irradié qui s'annonce pour vous. Voilà. Donc Pierre, j'espère que le gouvernement va je pense qu'on devrait appeler Michel Rivasi. Donc la prochaine fois, je pense que samedi prochain, son anniversaire là. C'est même sa fête là. Je vais appeler Michel Rivasi. Oui. Parce qu'on va lui demander, on va lui proposer cette histoire de programme. Les flics dans les commissariats et que les emplois fictifs, je pense qu'elle va nous répondre. Tu la parles, sinon on l'appelle là. D'Éric ? Non, mais vas-y. Non, mais appelle Éric Pététin. Non, j'ai que le téléphone j'appelle sa fille, ça fait. Non, je vais te donner son numéro. Alors attends, là c'est comme ça, vous voyez, c'est du direct. Alors. C'est prudent de le donner. On s'en fout de le donner. Non, tu le donnes pas à l'antenne. Tu vas le regarder sur mon portable. Alors 1, 2, 3. Voilà. Alors voilà.
Voilà, tu le montes pas à l'antenne, tu le tapes. Donc là, il y a mon ami Pierre Merechkovski qui va appeler Eric Pététin parce qu'on est surpris qu'il nous ait pas appelé. Asna? Voilà, il y a un article dans l'Ulfin Post, voilà. Donc c'est des propos d'un syndicaliste policier, hein. Donc il affirme que Bamboula, ça reste à peu près convenable, hein, comme insulte. Bamboula, ça reste convenable. Convenable comme insulte. Et c'est dans Oui, le c'est un syndicaliste, oui, voilà. Ulfin Post. Juste un mot. Alors justement, on est totalement choqué par ce que vient de dire le témoignage d'Asna par rapport à un policier qui dit que Bamboula, ça reste une insulte convenable. Alors moi, par rapport à cette violence des mots et la violence des actes, des gestes, avec des amis, on fait un rassemblement le 14 mai, on vous invite tous au mur de la paix à Paris pour la non-violence. Et toute violence est condamnable. Violence des gestes, violence de la parole, violence du silence, violence de l'indifférence, violence du cynisme. 14 mai pour la non-violence, contre toutes les violences, pour la paix et la non-violence. 14 mai au mur de la paix. Alors, tu as Eric au téléphone? Attends, il y a un petit problème technique. Banal chant, banal propos. Donc là, vraiment, c'est le direct. Il y a Pierre qui essaie de joindre Eric Pététin au téléphone. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Oui, docteur Pierre. Ouais, alors écoute, on est sur radio machin, la radio de la Nouvelle Aube, radar, voilà. Donc Est-ce que tu... là, il est au maximum. Mais dis à Eric de parler plus fort là. Allô Eric, tu es là? C'est connu. Si, il y a une branche française. Mais le haut-parleur n'est pas mis là. De base, non. Non, je l'entends pas. Je l'entends à peine. Oui, il est en tête française. Chut, chut. Attends, ça va venir. Hein. Ah, putain de portable alors. Ça y est, ça vient. Allô, tu peux parler? Oui, très bien. On entend mieux là, non? Oui, oui. Voilà. Vas-y Eric, raconte-nous. Eh bien, T'es en prison? non, je suis pas en prison. Tu t'es fait violer? Mais le procureur, enfin la procureure en l'occurrence, veut quand même m'y envoyer puisqu'elle a demandé de nouveau les 2 mois de prison ferme pour ce geste, pour l'arrosage du maire d'Agen, il y a 1 an et demi. Donc, sévérité toujours pour ce petit geste de résistance écologique. Et voilà, j'ai défendu justement en parlant de l'urgence écologique que vit notre planète, ce massacre organisé par la croissance économique et par la religion du progrès à tout prix. Voilà, l'avocat a bien plaidé également, il a carrément demandé la relaxe. En arguant du fait que c'était un lanceur d'alerte, voilà, que je devais écouter les messages, n'était rien révolté, en colère devant la poursuite du massacre de la planète par un capitalisme qui continue de croître, de s'étendre sur tout le territoire. Allô Eric, je crois que le haut-parleur est peut-être pas assez fort pour qu'on t'entende correctement. Donc là, il y a 2 mois qui ont été requis. Et le jugement sera rendu le combien? Le 30 mars. Donc 30 mars le jugement, 2 mois de requis, et tu as un autre procès fin février qui est le 24 février à Dijon, c'est le prochain rendez-vous. Voilà. 8h30 du matin, 24 février à Dijon, c'est le prochain rendez-vous. Et après, le 30 mars, pour le jugement de l'affaire Dionys. Bah, je te remercie, attends. Eric. Je vais... Ouais, alors, attends, il y a Pierre. Je voudrais juste savoir pourquoi le juge ne t'a pas mis tout de suite en prison, là, qu'on n'en parle plus. Est-ce que tu as une explication, là? Alors... Oui. Franchement, j'entends pas. C'est gentil. Il a fait pardonner, et puis ça serait quand même grave d'enfermer
voilà, d'enfermer un écolo parce qu'il a juste jeté un verre d'eau sur un élu. Et lui est en train de détruire la nature. Oui, mais peut-être que tu l'as entraîné dans quelque chose qu'elle ne peut pas gérer. Tu vois, tu as peut-être déplacé, peut-être que c'était plus un tribunal pour toi. Et que le juge savait plus, elle n'était plus dans un tribunal. Tu vois, elle était dans un autre monde. Et c'est ça qui est beau. Si on propose d'autres mondes, après, qu'est-ce qu'ils font dans notre monde? Tu vois? Tout à fait, oui, un monde à inventer, oui, un monde à créer, oui. C'est vrai. Un monde à quoi? Un monde à créer. Ben, Eric, je te remercie. La prochaine fois, on essaiera d'avoir des modalités techniques un peu meilleures, peut-être avec Skype, avec un ordinateur portable, où il amènera un haut-parleur qui pourra brancher sur un portable. Voilà. Parce que là, avec le bruit dans le café, je ne sais pas. Voilà. Donc, Afnat te fait la vie. Bisous, bisous, Eric. Courage. On lâchera pas. Bruno Coyot te fait la bise. Hasta luego, Eric. Bisous. Et il y a notre ami, l'homme aux pancartes, Oui, Voltouan. Oui, Eric, c'est Voltouan, là, on t'embrasse partout, là. On t'embrasse devant, derrière, à l'intérieur, sur le nez, dans les oreilles. Sur la matraque. On t'adore et tiens bon, on est avec toi, tiens bon, mon Eric, hein. Tiens bon, on t'aime, on t'adore. Et il y a Marc Gadi, là, qui est là, parce qu'il tient, voilà. Ouais, salut Eric, eh ben, écoute, on t'embrasse et puis on pense à toi, quoi. Donc voilà, on est tous là ce soir et ben, à bientôt en tout cas. Okay. Salut Eric. Bah, disons que le prochain numéro, moi j'appellerai Michel Rivasi là, le jeudi prochain, et puis on va essayer de trouver un haut-parleur pour qu'elle réponde. Là. Ouais, voilà. Bon, pour que les gens qui nous contactent soient mieux entendus. Sinon, il n'y a que nous qui entendons. C'est intéressant aussi de faire une radio où il n'y a que nous qui entendons la personne au téléphone. Ce qui justifierait le fait de faire une radio, c'est qu'en fait, on n'entend rien. Mais ne rien entendre, ça a peut-être un sens, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Il y a Eric qui se marre comme une baleine. Et, je trouve ça assez formidable. Voilà. Et où est notre... Le micro, il est là. Où est le... Ah, tu es là. Ah, excuse-moi. Moi, je sais pas où j'en suis. Tiens, je te repasse le portable. Voilà, donc on arrive bientôt malheureusement à la fin de cette heure, de cette heure de Radio Radar. Donc, on a une déliquescence totale de cette 5e République. Il n'y a pas de complot. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à demander à changer de président. On sait très bien qu'on n'en a rien à foutre de ça. On sait très bien que plus personne ne maîtrise rien. Les centrales nucléaires sont en train de barrer en couille. Personne n'est responsable, personne ne maîtrise rien. Les préfets renvoient ça sur la presse. La presse est accusée par les politiques accusent la presse. Enfin, chacun se renvoie la patate chaude et la France est en train de sombrer dans un chaos merveilleux, dans un chaos créateur. Dans le comique. Oui, bien sûr, dans un chaos créateur. Voilà. Pas de gouvernement pendant 1 an et demi en Belgique et ça a continué. Finis ton assiette d'uranium. Mais oui, finis ton assiette d'uranium et puis tout ira bien et puis tu vas bien aller. Voilà, c'est ça qui est beau, quoi. On rentre dans un nouveau monde, quoi, où il y a... Le règlement explose, voilà. Oui. Il ne va plus y avoir de règlement. Le règlement devient ingérable. En fin de compte, le pouvoir est une illusion. Voilà. Et donc, c'est un tigre en papier. Exactement, un tigre de papier. Et donc, il ne faut pas rendre au peuple le pouvoir, vu que le pouvoir n'est pas. En fin de compte, il faut rendre le peuple au peuple. Voilà. Et je pense que ça pourrait être l'argument de notre non-campagne pestilentielle contre les élections présidentielles. Parce que moi, je dis franchement, les élections présidentielles, voilà, hein, comme le Parti Socialiste, comme tous les partis, voilà, la 5e République, voilà, les préfets, bonjour, les sénateurs, au revoir. Et là, on va arriver bientôt à la fin. Et donc, on va avoir le mot de Marc. Marc, l'Esquimau. Oui, donc en fait, aujourd'hui, les contre-réformes détruisent la sécurité sociale, mettent en danger l'école publique, asphyxient les hôpitaux, pulvérisent le code du travail. Avec l'avalanche des licenciements, elles menacent gravement les conditions d'existence de millions d'hommes et de femmes. Elles appellent un gouvernement à même de prendre les mesures plus hardies pour défendre la population laborieuse. Par-delà nos différents engagements lors des élections qui approchent,
Nous sommes tous d'accord pour dire que le changement du monarque sans couronne, qui est le président sous le régime de la Ve République, n'apportera aucune solution. Il n'est pas d'autre voie que le combat inlassable pour la rupture avec l'Union européenne et la Ve République. Voilà. Oui, mais moi je vais au-delà. Oui, Afna. Non, je disais qu'il faut réclamer. Parce que, voilà, le truc par rapport à la banalisation des actes et des insultes, quoi, les insultes racistes, négrophobes, tout ça et tout. Voilà, quoi, que bon, on se réveille et demander leur révocation, même avant les élections. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça peut pas continuer, quoi. Voilà. C'est accepter le fascisme, hein, voilà. Et de toute façon, c'est le début du fascisme. C'est le début du fascisme. Quand on est sur terrain et tout ça et tout, et que c'est une certaine population subit, tels que les réfugiés ou même les SDF ou les pauvres. Hein, il y a un jeune homme qui est mort le mois dernier de froid. Je ne sais pas dans quelle région en France, mais il est mort de froid, d'hypothermie et tout. Donc voilà quoi. Et voilà, ne rien faire, c'est être complice de cette installation de fascisme. Et cette dictature, de toute façon, elle s'est installée. Voilà, on l'a laissé faire. Non-choix. Dictature donc non-choix. voilà quoi. Ne jamais confondre réclamer une révocation. Élection voilà. Et démocratie. Et qu'il y ait un collectif de révocation parce que c'est pas possible, ça peut pas continuer. Et voilà, on est arrivé à 20h30. Bah, bonsoir et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci Marc. Ciao, ciao. Non, mais là, on a été brillants. Bonsoir. On a été brillants. On a été brillants. Oui, ça c'était plus. Oh oui. C'était plus. Oui, comment Et pour le dernier mot de la fin. Oui, mais le mot de la fin, c'est que de toute façon, on a toujours faim de toute vérité, de toute justice, pas seulement pour Adama, Zied Ebouna, Ali, et puis tous ceux pour qui on lutte, et puis notamment Théo. On a faim de vérité et justice pour toute créature sur cette planète la Pachamama, qu'on aurait dû respecter depuis toujours avec amour infini. Et là, dans ce cercle d'amour infini qui se produit ce soir, qui s'est produit avant ce soir, et qui se produira tous les soirs et tous les jours, ad vitam aeternam, on ne lâche rien, on est pour l'amour, on est pour la fraternité, la solidarité, et on veut un monde meilleur, et on va continuer. Et on est là vraiment avec des belles énergies fédérées de partout. Et Roger, on te remercie aussi, toi, on remercie Bruno, Asna, Marc, Pierre, et tous ceux qui pourront à nouveau nous joindre dans toutes les luttes possibles et inimaginables pour améliorer toute vie. Et on n'a pas oublié aussi le barman, l'autonomie de ce merveilleux café, le De Jazet, toute l'équipe du café, là, formidable, là, ils sont au taquet tout le temps, ils nous mettent de l'humour, de l'amour, ils sont là vraiment solidaires aussi, ils sont avec nous, on les adore, on les aime. Ah ouais, ah, c'est important, c'est important. Vive le De Jazet. T'as bien fait, parce que c'est important. Ah bah il y a intérêt que tu penses à toi, oui. Merci à toi. Génial. Ça y est.